Et salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nouvelle libre antenne d'Avanti Niça. Et je suis pas seul pour cette libre antenne, je suis toujours accompagné de Sky. Salut Sky. Salut. Et puis Cédric est avec nous aussi. Salut Cédric. Salut Brice, salut Sky. Bon alors, comment ça s'est passé cette semaine de confinement là? Écoute, moi première semaine de télétravail perso, donc les journées passent un peu plus vite, même si on aimerait être dehors et puis on aimerait retourner au stade rapidement ou avoir un championnat à regarder. Là, qu'est-ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, que le dernier championnat en cours, il y a genre le championnat biélorusse et le championnat du Nicaragua. Donc maintenant, il faut que je trouve si sur mon IPTV j'ai une chaîne qui diffuse ça avec le décalage horaire, mais bon. Le Nicaragua. Le Nicaragua. Le Nicaragua, ça commence à être compliqué quand même, les gars. Ouais, ça va être chaud. Je suis sûr que même nous, on aurait notre place sur le banc pour entraîner une équipe qui joue le maintien là-bas, tu sais. Mais, Putain, n'empêche qu'on va avoir des auditeurs au Nicaragua. Bon, on va faire un podcast. On va parler des championnats là. Bon, on est bien. Tiens, on va essayer de pousser ce podcast au Nicaragua. On va essayer de les voilà, taguer, les mecs. Voilà, c'est ça. On va essayer d'être en tendance. On met un hashtag Nicaragua quand on publie le truc. Peut-être qu'on arrive en tendance locale là-bas, mais. C'est ça, ils vont pas capter les types. Ils vont avoir des Niçois qui vont parler du championnat de Nicaragua. Mais qui vont rien comprendre. N'importe quoi. Ouais, c'est ça. On dirait qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Bon, et toi, Cédric, alors ta semaine? Toujours en manque de l'OGC Nice? Ouais, toujours pareil. Là, bientôt, moi, je vais reprendre le taf, du coup, comme je disais. Donc, ça va un peu me changer les idées. Mais ouais, ça va être. C'est toujours compliqué. Hein. On passe le temps comme on peut, mais c'est toujours compliqué, ouais. Et comme tu dis, on passe le temps comme on peut et on passe le temps avec Avanti Niça, la libre antenne. On a fait ça exprès pour les auditeurs, pour que les auditeurs puissent parler de leur manque de l'OGC Nice et parler entre eux de ce club. Et on va recevoir là, dans quelques instants, Renaud qui va venir nous parler de l'impact financier qu'a le coronavirus sur l'OGC Nice, sur le championnat tout court aussi, parce que les droits télé... C'est vrai que... Ça, et on a vu Allô que, en fait, oui, salut Renaud. Ça Salut, va? Renaud. Salut. On t'accueillait, du coup, on était en train de dire que, effectivement, on avait vu des infos dans la presse, comme quoi, Ineos aussi souffrait directement comme n'importe quelle grande entreprise internationale de cette crise, et que tu voulais discuter avec nous pour savoir, ce que ça allait être l'impact un peu sur le club de cette crise, que ce soit les droits télé, l'investissement d'Ineos, tout ça. Ça a coupé, j'ai pas entendu le début. Jean-Philippe, pardon. Pas de souci. On disait du coup l'impact financier à cause du coronavirus sur Ineos déjà, oui. Et par extension sur l'OGC Nice forcément. Oui, tout à fait. Alors moi je me posais un peu la question parce que c'est indéniable qu'il va y avoir des répercussions. On en entend un peu parler malheureusement par rapport à tout ce qui se passe. Des clubs qui sont en difficulté. Nous on a la chance d'être un peu à l'abri, je dirais à peu près. Mais est-ce que, moi je me pose la question concrètement, est-ce que ça va remettre un peu en cause peut-être le projet? Est-ce que on va pas s'en servir pour dire justement, écoutez, on sort d'une transition, parce que pour moi il y a peut-être des bons coups qui vont être à faire justement, malheureusement. Mais voilà, moi je me pose la question de savoir un peu si pour vous il va y avoir un impact au niveau de notre club sur les futures directives qui vont être prises par la direction. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que financièrement, même si on a vu que Ineos, forcément, comme toutes les autres entreprises mondiales, je pense, forcément, ça a un impact sur eux. Mais bon, après, on a vu aussi dans le même article qui disait que, c'est tellement une entreprise qui brasse des milliards et des milliards. Je pense que le niveau financier, ils vont s'en remettre. Donc, je suis pas sûr que uniquement financièrement, on va avoir un impact sur le GC Nice. Après, forcément, en fonction de ce qu'on disait même lors de la dernière émission, au niveau chamboulement du championnat et compagnie, et du mercato, peut-être que oui, ça risque d'avoir un impact forcément sur notre club. Après, juste sur l'aspect financier, je suis pas sûr que ça ait un réel impact dans la boîte d'Ineos est immense et pèse lourd, quoi. Ouais, c'est quand même une boîte qui pèse plusieurs milliards. Donc en fait, au final, même s'ils perdent, je vais dire une connerie, même s'ils perdent la moitié de leur argent cette année, ce qui sera pas le cas, parce que je crois que il mentionnait que même s'ils perdaient en capitalisation, en chiffre d'affaires, ils allaient regagner 500 millions cette année ou quelque chose comme ça. Donc je te dis que les 50 ou 100 millions qu'on aurait mis sur le mercato, ce qui est déjà énorme pour l'OGC Nice et pour la Ligue 1,
En fait, ils les auront toujours à disposition. Donc c'est pas ça plus les conditions du fair play financier qui font que on peut pas non plus mettre 1 milliard tout de suite sur le mercato. Je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter. Il y a un truc aussi sur les droits télé, hein, parce que si le championnat ne se termine pas, normalement les clubs ne toucheront pas la totalité de leurs droits aussi. C'est peut-être un petit peu. Ce que j'ai appris à cette occasion, c'est que c'était versé en 3 fois. Donc effectivement, t'as le deuxième ou troisième tiers qui risque de pas être versé. Mais moi, je rejoins ce que disait Cédric, en fait, c'est surtout que on sait pas très bien comment va se dérouler le mercato par rapport au futur calendrier. Là, la FIFA, ils sont en train d'étudier, de faire un super mercato d'été avec une fenêtre ouverte jusqu'au 31 décembre. Donc en fait, tu te dis, ça risque de partir dans tous les sens. Après, t'as les clubs qui seront peut-être moins privilégiés que nous, qui n'auront pas un actionnaire derrière richissime pour enfouer dans les caisses, qui vont être obligés de vendre tout et n'importe quoi. Tu auras peut-être la première ligue entre ça et le Brexit qui aura des investissements moins élevés. Du coup, nous, on aura peut-être moins de recettes avec des joueurs qu'on aurait pu vendre à l'étranger. Enfin, c'est la grosse inconnue, mais je pense qu'il y aura un impact, forcément, mais ça sera pas parce que Ineos est touché. Ça sera parce que le monde du foot, en général, est impacté. Et tu parlais du Brexit. Ouais, exactement. Il faut savoir que le Brexit, beaucoup de joueurs, notamment français, ne pourront pas forcément partir en Angleterre parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est, etc. Que les clubs ne vont pas vouloir payer des surtaxes, enfin, ne voulant pas vouloir être surtaxés. Donc, il y a peut-être un coup aussi à jouer pour Nice de se récupérer peut-être d'autres joueurs d'Angleterre ou au lieu d'avoir des concurrents anglais sur le coup, peut-être pouvoir se les récupérer pour eux, les joueurs. Donc ça, c'est important aussi. Est-ce que pour toi, on a besoin d'un gros mercato? Enfin, gros mercato, on se comprend. Est-ce qu'il y a de toute façon énormément de joueurs à recruter, ou est-ce que d'après toi, en ciblant 3-4 postes, 3-4 profils bien précis, peut-être que du coup on va garder d'autres joueurs à la faveur de cette incertitude? On pense notamment à Malansar et à Walter Benitez qui sont sur le départ. Peut-être que du coup Benitez il n'aura pas les opportunités auxquelles il s'attendait à cause du coronavirus, et du coup il va rester. Donc est-ce qu'il y a vraiment un grand chamboulement? C'était l'année où il fallait faire une grande lessive, genre 10 départs, 15 arrivées, ou toi, si on fait 3-4 recrues de qualité, ça te suffit largement? Moi, je pars de ce principe-là, Sky. Je pense que un bon mercato, c'est pas forcément un gros chamboulement. Je pense qu'il y a quand même de bonnes bases. Ça sert à rien de chambouler, je pense, l'effectif tous les ans. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir une bonne colonne vertébrale. Et comme tu l'as dit, Walter Benitez, peut-être que finalement, ça remet un peu en cause ses envies de départ. Et puis, il faut s'appuyer là-dessus. C'est un bon mercato. Ça se fait aussi en revalorisant les joueurs qui doivent faire partie de ton projet. Dolberg le montre très bien, Benitez le montre très bien. Après, je pense que c'est au club de faire un effort envers justement des joueurs sur lesquels il veut s'appuyer. Et je pense, moi, je vais prendre plus un mercato avec vraiment 3-4 joueurs vraiment ciblés, qui pourraient largement nous permettre d'être honnêtement, au moins dans les 4 premiers facilement de cette Ligue 1. Le problème avec Benitez, c'est qu'il y a la question Raiola aussi. Je pense que Benitez mais si le marché est paralysé, est-ce que Raiola il va vraiment pouvoir faire des miracles, tu vois? Si au final aucun grand club ne peut bouger à cause du bordel ambiant, peut-être qu'il va se dire vaut mieux que je signe rapidement ma prolongation à Nice plutôt que jusqu'à décembre je sache pas où aller. Après des mouvements, il y en aura quand même. Donc Benitez, après il faudra voir si tu termines la saison, comment Benitez va terminer la saison. J'ai quand même peur qu'il y ait quand même malgré tout 2-3 clubs meilleurs que l'OGC Nice qui viennent taper à la porte. Après, je pense que lui, il est bien chez nous. Je suis pas sûr que nous, on cherche quelqu'un d'autre pour l'instant. Je pense qu'on doit espérer s'appuyer sur lui. Mais voilà. Après, c'est toujours pareil. Tu te dis, est-ce qu'il vaut pas mieux donner peut-être, j'ai une connerie, 150 ou 200 000 euros à Benitez plutôt que mettre 10 ou 15 millions sur un gardien et qui va t'en prendre autant en salaire? Je pense que si c'était 150 ou 200 000 les demandes de Benitez, j'ose espérer qu'on serait capable de les honorer. Moi, j'ai un peu peur quand on en a souvent parlé, que ce soit sur Twitter ou dans l'émission. Est-ce qu'en fait Raiola dit pas tout simplement attendez, vous êtes le meilleur gardien de Ligue 1, les gardiens à Lyon et à Marseille, ils touchent entre 3 et 400 000 mensuels, vous vous alignez là-dessus. Et là, nous, c'est hors grille de salaire pour l'instant, surtout pour un gardien. Et je comprendrais, tu vois. Surtout qu'il est à 30 000 euros, en fait. Il est à 30 000 euros par mois, c'est ça, en fait. Est-ce que tu dois faire un x10 sur lui direct, c'est ça, en fait? Ils doivent se dire ça aussi, le club.
Bah voilà. Après, moi, on n'est pas dans la négociation, donc on sait pas. Et puis, on n'a pas spécialement parlé que précisément de Benitez, mais non, oui, bien sûr. Tu peux comprendre que il y a un moment où tu peux affiler 300 000 euros à un gardien ou 400 000 euros quand t'es l'OGC Nice. Et à ce moment-là, peut-être que tu fais venir Lloris à ce tarif-là, quoi. Je rêve, mais bon, tu vois. Ouais, calme-toi. Tu peux viser un autre niveau à ce moment-là. Après, le cas Benitez, il te fait forcément parler du reste du groupe. C'est-à-dire que si, après 400 000 euros à Benitez, tu files elle explose, tous les autres vont réclamer. Derrière, tu files quoi à Dolberg, tu files quoi à Aurès, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Donc, forcément, le fait de parler du cas Benitez, te fait parler du cas du reste du groupe, en fait. Exactement. Parce qu'après, jusqu'à présent, enfin, là, on met Dolberg, mais jusqu'à présent, c'est vrai que depuis l'arrivée de Rivière, il y avait quand même, sauf erreur de ma part, quand même des salaires, on va dire, plafonnés et qui après étaient enrichis de primes. T'avais les deux, trois exceptions. Bon, Balotelli, évidemment, mais, voilà. Mais il arrive libre aussi, donc tu lisses l'investissement, en fait, tu vois. Exactement. Au lieu de mettre 10 millions sur un attaquant que tu payes pas très cher, tu les mets en salaire. Et Dante, encore que Dante, il a divisé son salaire par 2, là, du coup, donc il est même, il est plutôt dans les salaires qu'il y avait avant. Et voilà, après, on sait que pour évoluer, tu vas devoir augmenter les salaires, hein, forcément, mais faut éviter l'effet inflationniste tout de suite, parce qu'après, sur le marché des transferts, t'es un peu ridicule si tu commences à filer des gros salaires. Après, comment tu te débarrasses de tes joueurs s'ils sous-performent? C'est un peu le problème que connaît le PSG, en fait, où ils ont des lofters à plusieurs millions annuels, et tu vois, mais comme Draxler qu'on essaie de faire venir cet hiver, lui, il a aucune raison de se barrer de Paris, quoi. Il gagne 2 fois plus qu'il gagnerait partout ailleurs, alors que sportivement, il les vaut pas forcément. Après, pour reprendre la question qu'on a posée à Renaud, du coup, le problème, ce qu'on disait, c'est, putain, j'ai perdu ce que je voulais dire, du coup. Ça y est, je me suis noyé complètement. Ouais, pardon. Du coup, j'ai coupé Renaud, je crois, en même temps. Bah, du coup, je vais laisser la parole à Renaud. Belle tactique, bravo. Oh là là, comme il sera. On sent le pro de la radio, déjà, là. Excuse-moi, ouais. Non, aucun problème. Moi, je pensais, parce que j'avais posé la question au président, mais est-ce que vous pensez, parce que là, je viens de dire, par exemple, que Monaco apparemment a pris des joueurs, un jeune serbe, un jeune sport serbe et un gardien polonais. Je pense qu'il y a quand même des coups aussi à faire dans ces pays où on sait quand même que c'est des pays de talent, où il y a des jeunes joueurs de talent, et où on pourrait aussi dénicher quand même de très bons joueurs. Et on a des scouts là-bas. C'est vrai que depuis Pejinovic, on n'a pas beaucoup exploité la filière, mais dans les rumeurs mercato, on avait notamment un gardien. C'est qu'on avait gardien du Slavia là, du coup, qu'on avait le jeune là. Ouais, le jeune gardien du Slavia. Ouais. Il y avait la pépite serbe Stefanovic aussi. Bon, après c'est des joueurs qu'on connaît pas. On les connaît parce qu'ils sortent. Voilà, parce qu'ils sortent dans la presse. De Reims, hein. Même Rajkovic de Reims. Oui, Rajkovic de Reims qui est ici, mais qui vient des pays de l'Est. Il est arrivé juste l'année dernière, là, je crois, à Reims en plus. Donc il y a ça. Après, en fait, c'est vrai qu'on a des scouts. Hein. Voilà, on a des scouts un peu partout. On n'a pas trop diversifié ces dernières années la provenance on a beaucoup tapé au Portugal et un marché qui devient maintenant un peu plus cher. On a vu avec Danilo que tu fais venir pour 8 millions. Mais je sais quand la cellule de recrutement s'est réorganisée, on a Enrique, l'ancien Bordelais, qui supervise le marché brésilien, et on voit qu'il y a de plus en plus de pistes brésiliennes directement du championnat local qui sont évoquées. On a un scout en Corée du Sud, même si on n'en parle pas trop. On en a je sais plus où. Enfin, on a notre partenariat avec l'Académie d'Abidjan aussi et tout. Donc, tu vois, je pense que le foot s'internationalise, et que ce soit d'un point de vue marketing ou même sportif, on aurait tout intérêt à diversifier, que le marché franco-français atteint des prix. On a vu qu'un Claude Maurice, qui est bourré de qualité, mais un grand espoir de Ligue 2, déjà tu vas le payer 15 millions. On s'est battu à hauteur de 25-30 millions sur Jeffrey Adélaïde avec Lyon. Donc, enfin, t'es obligé d'aller taper dans des marchés moins chers également. Après, ouais, c'est clair que le truc, c'est que pour cet été, pour le mercato qui arrive, il sera peut-être pas cet été. Est-ce que le projet de base, c'était juste ce que disait Renaud tout à l'heure, d'acheter juste 3-4 joueurs pour améliorer l'équipe? Je suis pas sûr, c'est ça aussi. Je pense pas, mais on va peut-être revenir à la réalité. Mais du coup, ça fait peut-être chambouler, tu vois ce que je veux dire, ça fait peut-être chambouler le projet que tu avais de peut-être faire une belle lessive et de recruter des joueurs. Donc c'est ça aussi qui va être compliqué. Il va falloir peut-être se baser sur peu de joueurs en fait et y aller vraiment dessus.
C'est ça aussi. Renaud, c'est quoi les postes à cibler? Si tu dis 3-4 postes, moi je suis plutôt d'accord si on arrive à garder les éléments qu'on avait peut-être prévu de faire partir, genre soit Sarr, Benitez, Loussamba. Si finalement, par la force des choses, le marché bouge moins et qu'on garde ce genre de joueurs, ce serait quoi les 3-4 postes à cibler en top priorité pour toi? Pour moi, je verrais un top défenseur central pour accompagner Malang, pourquoi pas, ou RL. L'arrière gauche, parce que bon, Diomidi, compliqué. Oui. Et puis c'est surtout dans l'entrejeu où j'aimerais vraiment qu'on recrute au moins un milieu créateur et un box to box. Hein. Donc c'est vraiment ce qui fait défaut pour faire le lien, le relais entre la défense et l'attaque. T'aimerais qui toi, tu vois pas au moins comme ça créateur. Toi, tu vois pas Dante rester, par exemple, dans le 11 l'année prochaine? Non, moi je le vois plus. Alors important dans le groupe, mais moi cette année Dante, je le vois quand même assez en difficulté. Quand je regarde parfois, il est dans les interventions, même dans ses transversales, tu regardes un peu, il a quand même un peu plus de déchets. Alors attention, il sera quand même très correct, hein. Mais quand même, on sent quand même qu'il y a de la difficulté dans les duels. Alors c'est peut-être aussi le système qui fait ça. Il est beaucoup plus exposé que par Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est d'accord, c'est vrai, hein. C'est il souffre beaucoup plus parce que c'est peut-être beaucoup plus flagrant parce que les vagues elles arrivent beaucoup plus fortes. Mais on voit que de suite dans les 1 contre 1, peut-être que le penalty qu'il fait contre Lyon, il y a des situations où ils vont peut-être mieux gérer l'année dernière peut-être. Oui, après on le voit plus en difficulté que les saisons précédentes, mais forcément il vieillit aussi. Hein. Forcément, c'est là où je te rejoins, c'est que forcément il vieillit. Ça c'est ça. Il est très très important, hein, très important dans le groupe. Hein. Puis tu prépares pas l'avenir avec lui. Hein. Il sera très utile en tant que 3e défenseur central, donc dans la rotation ou éventuellement les matchs où tu passes à 3 derrière. Mais tu le vois accepter ça, Dante? Tu le vois accepter ça? Passer 3e dans la hiérarchie avec un salaire quand même conséquent pour le Nice, et sachant qu'il avait le brassard et tout. Qu'il a le brassard. Accepter quoi? Où est-ce qu'il va aller pour avoir un meilleur salaire et une meilleure qualité de vie? Enfin, sans déconner. Là, il a 2 ans de contrat. Il a très certainement une reconversion au sein du club qui lui sera proposée, voire déjà promise. Qu'est-ce qu'il va aller s'emmerder à partir jouer 2 ans, à moins qu'il rentre au Brésil, mais je suis même pas sûr. Il arrête pas de dire que sa vie à Nice c'est super. Il va choper la nationalité française après qu'il ait raté la nationalité allemande pour 1 an quand on l'a recruté à Wolfsburg. Ses enfants ont la nationalité française. Ils sont ils parlent la langue et tout. Là à 2 ans de la fin de sa carrière, 1 ou 2 ans là, je sais pas ce qu'on pense Brice, hein, mais d'un point de vue extérieur, mais où est-ce qu'il irait Dante aujourd'hui dans des meilleures conditions que Nice? Là, et en plus, je pense que quand t'as... Pardon, ouais, vas-y. Continue. Non, je disais, quand t'as 36 ans, est-ce que si tu te fais 10-15 matchs dans l'année en te faisant les coupes, les matchs tous les 3 jours quand les autres soufflent, et éventuellement 2-3 matchs de Coupe d'Europe pour ta dernière année de contrat, on l'espère, qu'est-ce qu'il aurait de mieux, franchement? Faut voir la mentalité du joueur déjà. Si lui, il a envie de se faire un dernier gros contrat avant de se mettre à la retraite, tu as un truc, aujourd'hui c'est la Turquie, tu as énormément de joueurs qui sont partis là-bas, ils sont vite revenus aussi, hein. Mais tu as pas mal de joueurs qui sont partis là-bas, ou alors les pays genre Qatar, Arabie Saoudite, etc. Dante, c'est le bon père de famille, quoi. Il a gagné le Brésil, lui c'est surtout le Brésil qui le tente, je pense. Hors Nice, hein, si t'enlèves Nice, je pense que la destination plausible pour lui, ça serait le Brésil, je pense. Mais après comme il dit Sky quand même, je pense qu'ici on a tout gagné sportivement et financièrement. Il a un contrat qui est loin d'être dégueulasse ici. Qu'est-ce qu'il reste? Et sûrement une reconversion. Encore une fois, c'est important l'après-carrière, hein, pour ces joueurs-là. Hein, à l'abri, bien sûr. Ouais. Moi, je le vois rester, perso, être 3e défenseur, je sais pas vraiment, parce que là, avec tout ce qui se passe et tout, c'est vrai qu'un peu compliqué de mettre un peu, de se mouiller et de dire il va se passer ça et tout. Tu peux pas savoir là comme ça, mais c'est quelqu'un de très important, j'imagine, dans le vestiaire, de par son expérience déjà. Voilà, de par son expérience. C'est le seul qui en a, de toute façon. Il y en a peu. Ouais, en plus, il y en a peu. Donc, pour un peu que tu arrives à taper la Coupe d'Europe pour l'année prochaine, des mecs comme Dante, c'est tout bénef pour toi d'avoir ça dans ton effectif, dans ton vestiaire. C'est tout bénef. Ouais, c'est vrai. Et puis il n'a pas non plus, quand on dit il a un salaire conséquent pour Nice, il est à 125 000 € par mois, quoi. Il n'est pas non plus à 400.
Non, voilà, c'est dans l'ancien plafond, c'est un salaire qu'on a filé à des mecs comme Odegaard et tout à l'époque, quoi. Donc, et aujourd'hui, le budget n'a plus rien à voir. Donc, s'il se fait ces 2 dernières années en jouant de moins en moins, tu vois, peut-être que la saison prochaine, il va jouer 20-25 matchs au lieu de 35, et la dernière saison, il en joue 10 ou 15, et c'est top comme fin de carrière. Après, c'est la logique sportive qui s'appliquera. C'est sûr, si Malan ça repart cet été et que tu te retrouves avec juste RL et lui dans le groupe, même si tu prends un top défenseur central l'année prochaine, il jouera forcément. Niveau concurrence, il aura encore le niveau pour se taper la bourre avec RL, et selon qui on amène, peut-être qu'on va amener un top espoir, tu vois, au poste, un jeune, et il assurera la transition en douceur. Ce qui serait l'idéal, d'ailleurs, je pense, mais qu'il aurait dû faire avec Malan Sarr. Exactement. Puis après, c'est pour lui aussi, je pense qu'il faut pas faire non plus la saison de trop, tu vois, là, il est adulé, ici, il a tout, il est reconnu. Il a accepté, le fait quand même qu'il ait accepté de diviser son salaire, ça prouve quand même qu'il a vraiment un attachement. Donc, c'est pour ça que je rejoins Sky sur le fait que je pense qu'il y a une bonne reconversion qui est promise au club, et pour lui, il va tranquillement. Et puis, il est assez intelligent pour voir quand même que si ça va plus vite, à un moment donné, s'il doit faire plus que 25 matchs, il fera 25 matchs. Mais il le fera de lui-même, peut-être. Ouais. Je pense. Ça m'a l'air quand même d'un gars assez intelligent. C'est pas le genre de gars têtu qui va à tout prix montrer qu'il est encore jeune et faire des bons matchs. C'est des mecs assez intelligents qui ont l'expérience, qui ont joué dans des grands clubs. Et je pense que de lui-même, il saura mettre un peu le pied sur le frein. Ça, c'est sûr. Mais voilà, Sky, pour répondre à ta question, c'est deux, trois joueurs, mais vraiment avec la mentalité de Dante aussi qu'il nous faut. Parce qu'à un moment donné, il faut de l'expérience. C'est sûr. Oui, tout à fait. Je pense. C'est sûr, au milieu de terrain notamment. Nous l'été dernier, on rêvait de Matuidi avec Cédric, je me souviens. Oui. Sous-box expérimenté. Bon, on dirait pas non, c'est un peu irréaliste. Il rentrait parfaitement dans le truc en plus. Tous les critères qui nous manquaient, quoi. C'est vraiment le profil qui nous manquerait. Et bon, tu marches sur la moitié de la Ligue 1 avec un mec comme ça, quoi. Après, mais bon, on va pas commencer à vendre du rêve. Je pense qu'on va quand même cibler un peu plus raisonnable, surtout. Enfin, après, tant qu'on n'a pas la Coupe d'Europe, de toute façon, c'est compliqué de vendre le projet. Exactement. C'est clair. Renaud, merci beaucoup d'avoir participé à cette deuxième antenne de Avanti Nice. C'était un vrai plaisir. Ouais, merci. Tu reviens quand tu veux, Renaud. Merci à vous. Merci Renaud. À bientôt. À bientôt. Et je vous rappelle que Avanti Nice, c'est tous les mardis et tous les vendredis. C'est à la libre antenne. On sera là avec vous pendant tout le confinement. Et puis on parlera de l'OGC Nice tous ensemble. On va passer avec une nouvelle auditrice. Léonore. Salut Léonore, je crois qu'elle est avec nous là déjà. Salut, oui, je suis là. On s'améliore dans les transitions, tu as vu, le métier rentre. C'est vrai, c'est bon. Faut juste qu'on place le truc, les gars, parce qu'on va tout vous dire. Moi, je suis avec ma console, le micro, etc. Tout est par téléphone, et c'est Sky qui me fait en fait l'assistant. Donc je vois les gens arriver ou pas. Ouais. Il y a une espèce comme ça, si ça se passe mal, tu peux dire c'est de la faute de Sky de toute façon. Donc, totalement. La traîtrise dans cette émission, quoi. Aujourd'hui, on c'est magnifique. Attends, et je vais te rajouter un petit truc. Ça fait 23 minutes qu'on enregistre. Dans 2 minutes, si tu peux couper et rebrancher ton micro. Je l'ai déjà fait. Ah, ça va. C'est une petite private joke. J'ai repris les vieux réflexes. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore écouté la première libre antenne, il nous a fait une espèce de voix en mode Dark Vador au bout de 25 minutes. Avec son micro. Ouais, voilà. C'est ça. C'est de la technologie. C'est 150 podcasts enregistrés, mais toujours le même problème. Quoi. Toujours le même souci, ouais. Bon, en tout cas, bienvenue Léonore. Voilà, bienvenue. Merci. Bienvenue. Léonore, ça fait combien de temps que tu es supportrice de l'OGC Nice ? Depuis 2003-2004, parce qu'avant j'étais trop petite, je pense, pour vraiment dire que j'étais supportrice. Mais j'ai commencé à aller au stade en 2003-2004, du coup à 5 ans, j'avais 5 ans. Ah oui, quand même, ça a commencé tôt, putain, pas mal. Ouais. Pas mal. Non, on t'amène des vraies supportrices quand même. Mais je vois ça, mais c'est très bien. Très très bien. Et Léonore, avec nous dans Avanti Nice, tu voulais parler du recrutement, c'est ça ? Ouais, je voulais un peu parler du mercato. Pour vous, quel profil type on devrait cibler pour le prochain mercato ? Comme on en a parlé un peu avec on a un peu commencé déjà, mais c'est vrai que
qu'un poste au milieu, comme on disait là, on parlait on a un peu rêvé de Matuidi l'été dernier, mais c'est vrai qu'un poste comme ça serait bien. Je pense qu'il nous manque de l'expérience. Hein. On disait que Dante, il est vieillissant et il est surtout un peu seul dans le groupe qui a ce rôle-là. Donc je pense que surtout de l'expérience. Après pour les postes, il y a pas mal de manques un peu partout dans le 11, on va dire, sans être non plus méchant, sans rabaisser l'équipe. Hein. Mais oui et non. Enfin, je te coupe, pardon, hein, mais oui et non, il y a des manques, mais devant, je suis le premier à râler, hein, donc je fais pas un procès à qui que ce soit. Là. Moi, le premier, après les matchs, je les traite je dis on salope quand ça se passe pas bien et tout, mais on a une attaque qui marche vraiment très très bien. Je veux dire, ok niveau entente entre les joueurs. Il y a Claude Maurice qui monte en puissance petit à petit. Ounas Dolberg, ça allait mieux sur les dernières semaines, mais on a beaucoup râlé là-dessus. Mais on est quand même 3e ou 4e attaque de Ligue 1, ce qui, même dans les meilleures années de l'OGC Nice, n'est pas arrivé si souvent que ça. Et avec des très jeunes joueurs. Tu vois, Claude Maurice, sa première saison en Ligue 1, Dolberg, il découvre le championnat et ça reste même s'il est expérimenté avec son passage à l'Ajax, il a quand même il y a que 22 ans et tout, donc je te dis en fait l'attaque, t'as un peu l'inconnu de Ounas qui va rester ou non. Le souci c'est Ounas, c'est-à-dire que techniquement à la fin de la saison, Ounas, on n'est pas sûr du tout de le garder. Je pense que la tendance elle penche du côté qu'on le gardera pas. Donc et c'est quand même, on va dire, après Dolberg, c'est le joueur sur lequel tu peux t'appuyer derrière lui. C'est un des trois titulaires devant avec exactement. Donc si tu perds Ounas, et derrière, ça veut dire que tu dois recruter un top joueur devant, limite un top joueur au milieu et peut-être un top joueur dans le couloir gauche à l'arrière. Donc on disait 3-4 joueurs clés, quoi. Mais il n'y a pas tout à chambouler, et il y a quand même un chantier sur plusieurs postes pour moi. Après, tu n'es pas obligé de prendre tout le temps des top joueurs, tu vois. Tu peux avoir des bonnes pioches, des bons... Tu prends Lille aujourd'hui, ils font des bonnes pioches sans être des top joueurs. Je pense à Osimhen, je pense à Yazzi. Je sais pas si je le dis bien, mais tu vois, c'est. Oui, mais après ça se prend la fessée du siècle en Coupe d'Europe, quoi. Donc moi je veux bien dire qu'en prenant des jeunes espoirs ou des joueurs, 2-3 joueurs confirmés de Ligue 1 ou en tout cas du niveau européen comme fait Lille, tu vois, sans que ce soit des stars, mais quand même des mecs qui ont plusieurs centaines de matchs derrière eux aussi, quand même, qui arrivent contrairement à nous. On prend vraiment des très jeunes joueurs. Tu vois, là on a honoré les centenaires, tous ceux qui avaient 100 matchs avec l'OGC Nice et tout. En fait, 100 matchs, c'est rien, quoi. C'est même pas 3 saisons. Donc, pour qu'on en vienne à honorer les centenaires, c'est que vraiment t'as un manque de vécu dans ce groupe. Mais après, c'est pas grave. On a un club qui se développe, donc c'est normal. Mais pour te dire, pour te dire, je pense qu'il faut quand même des joueurs qui ont un peu de bouteille, parce que les jeunes pépites, les prospects, on n'est pas mauvais là-dessus, hein. Voilà, on a Claude Maurice, on a quelques jeunes en défense centrale de notre centre de formation. On allait chercher Boudaoui, on allait chercher Attal l'année d'avant. Enfin, tu vois, ça, je sais que ça sera pas forcément toujours gagnant. Il y a des ratés comme dans tous les clubs, mais c'est normal. On va y arriver. On a un club plutôt bien construit pour ça. Mais si tu veux passer un cap et pas juste jouer le top 5 en championnat et derrière plomber l'indice UEFA, t'es obligé de faire venir 2-3 top joueurs comme t'avais Balotelli et Dante quand tu arrives en 16e de finale d'Europa League. Comme là, t'as Dolberg, un Dante vieillissant. Faut que t'aies 2-3 mecs qui ont l'habitude de ce niveau-là et qui vont pas arriver en Coupe d'Europe en pensant être arrivés et qui auront envie d'aller chercher quelque chose. Et puis forcément avec Ineos, même si on sait que on te vend que c'est sur du quand même moyen long terme et tout, et malheureusement les attentes elles vont être de plus en plus rapprochées en fait. Donc il faudra au bout d'un moment arrêter avec les paris, les joueurs un peu où on sait pas trop machin, et il faudra envoyer. Non, mais faudra toujours en faire. Mais quand t'arrives comme ça, où t'as une structure d'une équipe où il te manque pas grand chose pour que ça prenne vraiment, il faut pas partir pour moi sur 3-4 recrues où tu sais pas vraiment. En fait, pour moi, il faut partir sur 3-4 recrues où tu sais qu'ils vont t'apporter directement, qui vont t'apporter de l'expérience, qui vont t'apporter des points et qui vont bonifier l'équipe directement en arrivant. En fait, il faut pas. Pour moi, c'est primordial. Pour moi, il faut grand minimum une entre guillemets star, tu vois, comme Dolberg l'a été cet été. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être une star confirmée de 28 ans qui est top club européen. Parce que déjà, on l'attirera pas. Hein.
en l'état, mais tu fais venir une grosse tête d'affiche du niveau de Dolberg, minimum une, peut-être deux, ça serait bien. Et après, moi, je trouverais ça pas honteux qu'on s'appuie sur 2-3 profils, on va dire, expérimentés de Ligue 1, tu vois. Donc, sans dire ces joueurs-là en particulier, parce que je pense que je voudrais pas spécialement avoir Damien Da Silva à Nice, mais comme Rennes a fait en disant, bon, Damien Da Silva, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas le joueur qui va élever le niveau de ton club immédiatement, mais c'est le mec qui va être là pendant 38 matchs et qui, si tu lui mets 2-3 jeunes à côté, va les aider un peu à se développer. Ou moi, comme t'as Benjamin André au milieu à Lille, tu vois, où Benjamin André, ça n'a jamais été un joueur de niveau Ligue des Champions, c'est un joueur très correct, en plus il est né à Nice, hein, pour bien faire les choses, tu vois. Mais tu sais qu'en Ligue 1, c'est le genre de mec qui va t'aider à jouer le top 4, le top 5 tout le temps, qui va pas te coûter cher ni en salaire ni en transfert. Et comme tu avais un mec comme Loïc Perrin à Saint-Etienne, tu vois, un gars sur lequel tu peux toujours te baser, qui sera jamais le mec le moins bon de ton équipe. Tu vois. Et si tu as 2-3 joueurs comme ça dans ton 11, et nous, je sais qu'on essaie de faire de joueurs comme, comme Pierre Lesmelou, des joueurs comme ça, mais c'est encore trop tendre. Mais il faut 2-3 joueurs comme ça qui vont équilibrer ton 11. Après, tu peux mettre 15 millions sur une pépite serbe en espérant que ça devienne un nouveau crack, ou tu mets 20 millions sur un Dolberg. C'est ce qu'il faut faire un peu pour te vendre du rêve et aussi que ton club aille de l'avant. Mais si t'as pas une ossature solide, voilà, faut que tu équilibres. Et vu que tu peux pas claquer 200 millions par mercato, faut que tu arrives de façon assez maligne à avoir quand même 3-4 joueurs qui vont pas te coûter cher, qui vont pas faire de vagues, mais qui vont être là en toutes circonstances. Après, quand t'as déjà mis un peu presque 10 millions sur Danilo, 10 millions sur Niziane, 15 sur Claude Maurice, t'as déjà fait des investissements, on va dire. Mais tant qu'à faire, c'était Paris, tout ça. Oui, c'est pour ça. Mais là, actuellement, je pense qu'il y a moyen de mettre quand même, pour pas beaucoup plus, peut-être pour 15-20 millions, avoir des vrais recrues, comme tu dis, des joueurs peut-être de 27-28 ans. Et comme je te dis, qui vont bonifier des mecs comme Lesmelou, comme Cyprien, comme Attal, s'il reste, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment ce type de profil qui manque. Allô? De toute façon, il y a pas de secret, hein. C'est quand tu mets des joueurs qui ont une intelligence foot supérieure à la moyenne entre eux et une expérience supérieure, ça fait une bonne émulation. On a suffisamment râlé en tribune. Comme par hasard, quand t'as Loussamba qui revient dans le 11, ça joue beaucoup mieux au foot. Tout le monde. Lesmelou devient meilleur, Dolberg devient meilleur, Ounas devient meilleur, Claude Maurice devient meilleur. Tu remets un peu tout le monde à son poste, tout le monde dans une bonne intelligence de jeu. C'est quelque chose que Lucien Favre avait su créer avec des joueurs. Moi, je sais pas ce qu'en pense Léonore, hein, qui était déjà fidèle au stade et sur les réseaux sociaux à ce moment-là, mais moi, quand je vois mais cette équipe avec Lucien Favre, on avait quand même d'autres joueurs, on avait Mika Seri, Younes Belhanda, Valentin Estrik, Dalbert et tout. Alors, tu regardes ce que font ces joueurs-là maintenant. Donc, je dis pas qu'ils ont pas de talent, hein, mais tu te dis, autant Ricardo, il est en train de marcher sur la première ligue. On avait un joueur très très au-dessus du niveau de l'OGC Nice, ça a été une chance de l'avoir pendant 2 ans. Quand tu te dis, Esric, il est en train de moisir à la FIO, Seri et Belhanda, ils s'emmerdent en Turquie. Dalbert, il s'est pas imposé à l'Inter. Tu te dis, en fait, t'as pas vraiment besoin d'énormes cracks, t'as besoin d'une cohérence d'équipe et d'un niveau, d'augmenter ton intelligence de jeu plutôt que de forcément mettre des sous sur des stars. Donc bien sûr, si tu mets des sous sur un mec qui a déjà le niveau et le talent au-dessus de l'OGC Nice, comme Balotelli par exemple, ça va te dynamiser le club. Mais en fait, je suis même pas sûr que tu aies vraiment besoin d'investir sur 4 Dolberg, tu vois. Ouais, non, je pense pas non plus, hein. Parce que comme tu l'as dit, on l'a bien vu avec l'équipe de Favre ou même l'équipe de Puel au début et tout. C'était surtout parce que l'équipe, en fait, elle marchait bien. Tous les joueurs, ils marchaient bien entre eux. Et au final, tous, quand ils sont partis, à part, comme tu l'as dit, Ricardo, ils n'ont pas réussi à, entre guillemets, percer dans leur équipe. Et au final, tu te dis que c'est peut-être pas que leur faute, mais que s'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans l'équipe et à trouver une cohérence avec les joueurs qu'il y a autour d'eux, ils n'arrivent pas forcément à exploiter et à exprimer leur potentiel. Ah, bien sûr, il y a une homogénéité, qui fait que les joueurs ensemble, forcément, t'as des joueurs qui vont vraiment bien marcher ensemble, comme l'a dit Sky tout à l'heure. Hein. Mais après, quand tu les sépares et qu'ils partent dans des chemins différents, forcément, c'est plus difficile pour eux, ils y arrivent moins.
Mais je pense qu'il y a moyen d'essayer de faire ça quand même, de prendre ça en compte dans ton recrutement, des joueurs intelligents qui avec un QI football un peu supérieur à la moyenne. Je pense que ça, c'est à prendre en compte dans ton recrutement pour essayer d'emmener cette alchimie un peu dans ton équipe, quoi. Après, il faut avoir le chef d'orchestre qui va avec. Donc, on va redire comme la dernière émission, mais je veux bien faire jouer une équipe au foot, mais bon, je pense qu'entre Lucien Favre et Patrick Vieira, t'as déjà une partie de l'explication de pourquoi l'un a réussi à faire surperformer ses joueurs et l'autre, je dis pas qu'il est fait sous-performer, parce que cette saison, on a vu ces dernières semaines plutôt que cette saison, on a vu de très belles choses quand même. Voilà, va falloir que tout le monde se mette au niveau et ça inclut aussi l'entraîneur, quoi. Mais oui, mais il faut laisser le temps à Patrick Vieira. C'est con à dire, mais il arrive dans le métier d'entraîneur et c'est pas parce que tu as été un grand joueur, parce que Vieira a été un grand joueur, que forcément tu ça a été un canois, mais un très grand joueur. Ah oui, voilà. Mais le truc qu'il y a, c'est que voilà, le temps de s'habituer à une équipe, de pouvoir imposer son jeu, l'améliorer, puis voilà, il faut laisser un tout petit peu de temps. Là, je suis en train juste de regarder sur... Ouais, vas-y, dis-moi. Là, je disais, ça fait quand même 1 an et demi qu'il a l'équipe en main quand même, qu'il a pas non plus changé. Tu sais bien qu'on est impatient et qu'on râle, on est des supporters qui râlent tout le temps et qui sont jamais constructifs. Là, je suis obligé de rebondir, mais ouais, ça fait quand même 1 an et demi, plus d'1 an et demi presque qu'il est là. Je veux dire, alors la première saison, on a été beaucoup à attendre, à dire c'est vrai ce que t'as dit, Brice, en disant il faut lui laisser un peu de temps, c'est un jeune entrîneur et il faut qu'il mette pas les joueurs, tout ça. Mais ça va arriver quand, en fait, sa patte, vraiment son empreinte sur l'équipe, son projet de jeu, j'ai l'impression qu'en fait, il sait pas vraiment où il va. Il s'adapte en fonction des joueurs qu'il a, mais il met pas du tout son empreinte sur l'équipe, en fait. Il a pas de projet de jeu, je suis pas sûr qu'il ait vraiment un système en tête, un truc prédéfini où il se dit, voilà, moi, mon équipe, je veux qu'elle marche comme ça, qu'on joue comme ça, et que ça se passe comme ça. En fait, je pense qu'il s'adapte aux joueurs qu'il a. Et ça va un peu, forcément, voilà, comme c'est un jeune entraîneur, forcément, tout se passe pas comme prévu. Mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment un vrai projet de jeu, parce qu'il dira, en se disant, voilà, moi, mon équipe, je veux qu'elle joue comme ça, et c'est tout, quoi. Après, oui, faudra voir peut-être, parce que je pense qu'il restera à Patrick Vieira, on en a parlé dans la première libre antenne, faudra voir peut-être la saison prochaine, mais là, en tout cas, sur les dernières semaines, ça allait, comme disait Sky, ça allait. Il y avait du mieux. Tu as l'impression que les joueurs ont quand même un peu assimilé. Ouais, au bout de 18 mois, il y a eu une fessée face à Nîmes à la maison. Il y a eu un peu de mieux, quoi. Voilà, non, mais... Oui, après, tu vois, je veux pas être un corbeau, donc quand c'est mieux, je suis obligé de dire que c'est mieux. Mais est-ce que se féliciter de 2-3 bons matchs au bout de 18 mois, c'est vraiment l'ambition qu'on a aujourd'hui? Moi, j'ai un peu du mal. Mais bon, parce que je râle tout le temps. Ça, je suis obligé de le reconnaître. Non, mais après, force est de constater que, comme il a dit Brice, quand ça va bien, t'es obligé quand même de lui reconnaître ça et de dire que ça a bien marché. Faut être honnête de toute façon. Voilà, Léonore, pour toi, tu gardes Vieira ou pas? Parce que bon, nous on est en train de se prendre la tête. Non, ok, d'accord, c'est réglé. Merci Léonore, voilà. Merci. Parce que pour moi, comme il a dit Sky, pour moi, il n'a pas vraiment. Ou je sais pas qu'il. On t'entend moins bien, Léonore. On est en train de parler de Léonore. C'est un complot des canaux, là. Vous, c'est chez Sky. Je disais que ça fait déjà 18 mois qu'il est là, et en 18 mois, même si vous trouvez qu'il y a eu beaucoup mieux ces dernières semaines, moi, je suis quand même pas satisfaite. Et quand je vois il y a 2-3 ans comment on jouait au foot et comment on joue aujourd'hui, je me dis, il y a un fossé entre les deux, quoi. Et ça va falloir faire mon deuil d'il y a 2-3 ans, quoi. C'est dur, mais faut oublier de quoi. T'avais pas la même trempe d'entraîneur aussi. T'avais un mec comme Favre qui est un vieux de la vieille en termes d'entraîneur aussi, tu vois, qui était quand même approché par des gros clubs. Allemand. Il y a Dortmund aujourd'hui. Voilà, Dortmund aujourd'hui, donc c'est pas pour rien, tu vois. Aujourd'hui, Vieira, ça a été, je crois, l'équipe espoir de City, la MLS avec d'ailleurs le City FC, qui appartient à Manchester City, et maintenant Nice, tu vois. Donc voilà, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, on essaye de comparer Favre avec Vieira, mais putain, c'est incomparable. Non, on compare pas. Non, mais c'est même pas qu'on compare les deux, c'est qu'en fait, c'est que forcément, après avoir eu Puel et Favre, on a l'impression d'avoir descendu des marches en passant à Vieira, en fait, forcément. Et le pur agent, c'est qu'en fait, t'as l'impression
de descendre des marches et on peut le comprendre parce que pas la même expérience. Ils ont plus de 30 ans de métier, les deux autres. C'est sûr que c'est un nouvel entraîneur. Mais le problème, c'est que tu descends de marche au moment où l'OGC Nice n'a jamais eu autant de moyens et n'a jamais mis autant de pognon sur le marché des transferts. Donc effectivement, Puel, on se souvient des 2 très belles saisons sur les 4. Faut pas oublier qu'il y a 2 saisons dégueulasses où on joue le maintien quasiment jusqu'à la dernière journée au milieu. Donc il y a une très belle saison quand il arrive et une très belle quand il part grâce à Ben Arfa, en quasi totalité. Faut bien l'avouer. Derrière, t'as Favre qui fait une saison historique et une saison moins bonne, mais où tu termines quand même 8e et 16e de finaliste d'Europa League. Et je pense que l'OGC Nice aujourd'hui, on signerait pour ça encore. Mais voilà, là, le problème, c'est que tu mets de grosses sommes sur le marché des transferts et t'as pas attendu Ineos, t'as pris des mecs avec pas mal de pognon les dernières années, donc que ce soit Danilo avant l'arrivée de Vieira ou Misienne quand il est arrivé, et voilà, et cet été avec Ineos, t'as remis 50 millions sur le marché des transferts. Moi, je peux pas comprendre que même avec un entraîneur moins expérimenté, t'as des meilleurs joueurs à beaucoup de postes, t'as mis plus de pognon, donc soit en fait t'as mis plus de pognon pour des moins bons joueurs, et dans ce cas-là, c'est-à-dire que ton club travaille moins bien, et c'est pas la faute de ton entraîneur, mais c'est-à-dire que t'as reculé d'un côté, soit en fait t'as pris des meilleurs joueurs, mais ton entraîneur, même s'il est moins expérimenté, il est fait moins bien jouer que, faut se les retaper les compos, l'année de la 4e place là où la première année de Puel, vous regardez les joueurs, t'as pas de star quoi, ça fait vraiment pas rêver, hein. T'as Romain Genevoix arrière droit, je l'aime beaucoup Romain, mais après il s'est fait placardiser à Caen derrière, Zitanic il a surfé sur sa bonne saison, Boteac il est parti en Australie parce qu'à Lille il a pas réussi à accrocher l'équipe de France, hein. Tu vois, t'avais pas non plus des stars quoi. Moi, ce qui est rageant, en fait, je reviens sur ce que disait Léonore par rapport à Favre. Parce que moi, Favre, j'ai toujours sa photo sur ma table de chevet, tellement je l'aime. Donc, forcément, on veut pas savoir. Mais c'est que voilà. On a de grande écoute, là, donc non. Ouais, voilà. mais non, mais tu vois, la saison où on est champion d'automne et que tu fais un mercato d'hiver immonde, sans citer Obadi et Srafi, t'as l'impression que derrière je reviens, je me scarifie un peu. T'as l'impression que derrière tu donnes plus de moyens à un mec comme Patrick Vieira, bon, même s'il y a Ineos, hein, mais t'as l'impression que tu donnes plus de moyens et de moyens à Patrick Vieira plutôt que ce que t'as donné à Favre, qui est quand même sûrement le meilleur coach que t'aies eu ces 30 dernières années, et alors que t'es champion d'automne et que t'as moyen de parier jusqu'à la fin, et tu fais rien pour l'aider en fait. Mais derrière, par contre, tu vas, comme on disait, tu vas descendre des marches, ce qui est logique parce que on se répète, Vieira, il est plus jeune, il est moins expérimenté, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas logique de pas avoir un peu ouvert les vannes avec Favre alors que t'es premier à la trêve et de balancer comme ça. Ça fait 3 ans, mais ça fait 3 ans, on sait qu'il y a eu Ineos, donc il y a plus de pognon que nos actionnaires sino-américains précédemment et tout. Mais en fait, on n'a toujours pas digéré ça. Quand on en parle, on a beau le savoir, tu vois, si je te le dis, ouais, mais Cédric, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes investisseurs. Aujourd'hui, on a plus de moyens, tu vas me dire, ouais, Sky, bien sûr, t'as raison. Mais quand même, ça fait chier, on a pris Obadi et Srafi. À l'époque, on faisait les putains de bourgeois, genre, non, Lavezzi, il est trop vieux, puis en Chine, franchement, à quoi ça ressemble? Depay, ouais, bon, en prêt, parce que il est quand même pas stable comme mec, faudrait pas s'engager avec lui sur la durée. Et en fait, au final, t'as Obadi et Srafi, et tu te dis. Le dernier jour de mercato, à l'arrache, tu te bats avec Lille jusqu'à la dernière minute pour avoir Srafi parce qu'ils avaient fait une surenchère, et tu récupères Obadi de Lille aussi parce que le mec il s'est fait cambrioler la veille et du coup il a plus envie de remettre les pieds à Lille, du coup on le récupère gratos avec une résiliation de contrat. Enfin, le mercato mais lunaire, je veux dire. C'est Amiens ferait ce mercato, les supporters seraient pas contents, je suis sûr quoi. Et toi t'es premier, t'es champion d'automne et tu dis non mais c'est bon, et t'as Lucien Favre qui dit non mais Obadi je le connais pas mais on m'a dit qu'il était bon. Ok, d'accord. C'est ça. Mais tu sais là où il est aussi là où ça fait mal quand tu es supporter aussi, c'est, je sais pas ce qu'elle en pense Léonore, mais c'est que t'as l'impression que la descente, sans non plus dire vertigineuse, mais la descente elle a débuté là, t'as l'impression en fait, à ce mercato là. À partir de ce mercato-là, les gros coups comme on a pu faire par le passé, c'est-à-dire des séries, des Dalbert, des Pléa, on a commencé à moins les faire, à faire des coups, mais des coups ratés.
Et j'ai l'impression que c'est un peu le moment, et ben il est là en fait. Donc forcément, ben ça fait une cassure. Tu t'en rappelles, tu penses à ça, tu te dis putain, mais à partir de ce mercato là, si on l'avait géré différemment, ben peut-être que derrière ça se passe différemment en fait. T'aurais peut-être chopé la Ligue des Champions au lieu du tour préliminaire, t'aurais eu pas les mêmes moyens, tu peux pas connaître la suite de l'histoire. Voilà, on refera pas l'histoire parce que maintenant, il y a eu Ineos et compagnie et que peut-être on les aurait jamais eu avec en faisant différemment. Mais c'est là où je veux te dire que la cassure, elle existe à cause de ça aussi, je pense, à mon avis, à cause de ce mercato. Léonore, t'as confiance en notre équipe dirigeante actuelle pour le prochain mercato, en supposant que le mercato se passe, ce qu'on disait avec Renaud tout à l'heure, se passe normalement parce que le coronavirus, tout ça, on sait pas très bien si la saison va se terminer, quand le mercato va se dérouler, mais en admettant qu'on a un mercato à peu près normal, du coup, est-ce que tu as confiance en leur capacité à faire franchir un cap à l'OGC Nice et à réussir un mercato pour aller chercher l'Europe, voire la Ligue des Champions, enfin aller chercher le top 5, on va dire, de façon pérenne en Ligue 1? Ou est-ce que, comme Cédric, tu as eu une cassure il y a 3 ans et depuis, tu dis, ils sont pas devenus mauvais, mais j'attends d'être convaincu? Ouais, c'est exactement ça. Parce que, j'ai eu une cassure, mais j'essaye quand même de me dire, je sais qu'ils peuvent faire du bon boulot parce qu'ils en ont fait par le passé. Mais ces dernières années, je trouve qu'ils l'ont moins montré qu'avant. Comme il a dit, on n'a pas vraiment fait des gros coups comme on a pu faire avant, même si on a eu Attal. Ouais, il y a Attal, qui s'est blessé cette saison, donc il n'a pas confirmé, mais oui. On a Boudaoui, mais c'est pas comme quand on avait fait Seri, quand on avait fait Mendy, quand on avait fait, c'était des joueurs qui ont tourné pendant toute l'année et qui ont reconfirmé derrière. Là, pour l'instant, il a bien donné l'année dernière, mais il y a quand même des matchs où il était moins bien. Et là, cette année, au final, il s'est blessé, donc on peut pas vraiment dire qu'il est reconfirmé. Et Boudaoui, c'est sa première saison, mais fatalité, il a fait quelques matchs, mais maintenant la saison elle est quasiment terminée, sauf s'il la refont jouer, il la finisse plus tard. Du coup, j'ai pas vraiment été convaincu par une recrue au point de me dire, comme j'avais pu me dire avec Seri ou Mendy, ça c'est un bon coup et ça c'est une valeur solide, quoi. Écoute, du coup, j'attends de voir le travail qu'ils feront au prochain mercato, mais après j'ai du mal à leur faire confiance parce que pour eux c'est Vieira et pas un autre, et je me dis en fait comment ils peuvent ne pas laisser la porte ouverte alors que ils voient les matchs comme nous. Ça fait 18 mois qu'ils voient les matchs comme nous, et après c'est de la communication. L'équipe elle tourne pas, et ouais aussi peut-être. Parce que souviens-toi l'arrivée de Lucien Favre jusqu'au matin même, en fait, tu as mais Claude Puel va prolonger. Dans la presse, c'est sûr, Claude Puel va signer un nouveau contrat, et puis badaboum, ça tombe. Non, en fait, Claude Puel se casse. Et là, tu commences à avoir les rumeurs Gourvenec, Der Zakarian qui sortent dans la journée et tout, donc tout le monde commence à flipper. Et en fait, derrière, t'as Lucien Favre qui arrive 3 heures après, et c'est la folie, tu vois. Donc en cours de saison, ils peuvent pas te dire non, on va se débarrasser de Vieira, ce sac à merde et tout, alors que t'es dans la course à l'Europe, quoi. Déjà, ça serait pas juste, ça serait déstabiliser ton équipe alors que t'as encore quelque chose à jouer. Donc, on va virer Vieira, faire Elibop 3 heures après aussi, on va voir. Ouais, voilà, c'est ça. Et on va bégayer un Mandarin aussi. Peut-être que maintenant Bernès, il pense que Nice, ça vaut assez c'est assez bien pour Gourvenec, hein, ça. Alors, c'est là. Le karma était puissant avec lui, quoi. Tu vois, moi j'ai des rancœurs d'il y a 3 ans, mais toi aussi quand même. Hein, ah oui, non, mais bien sûr. On pourra en faire toute une émission là-dessus, je pense. Je te rappelle que j'ai toujours pas pardonné à Dalbert. Je préfère avoir Durmizy que Dalbert titulaire, alors que bon. Alors que Dalbert, il était sportivement rien à voir, mais ouais. Non. Est-ce qu'on peut faire confiance à un mec comme Dalbert dont le second prénom c'est quand même Chagas, quoi. Enfin, je suis désolé, mais à partir de là, tu savais qu'il allait avoir une embrouille à un moment donné. Ah non, on avait dit pas les prénoms. Attends, le mec qui s'appelle Chagas, quoi. Bon les gars, en tout cas, merci beaucoup. Merci Léonore, pas Éléonore, mais Léonore. Merci beaucoup d'être venu dans cette deuxième libre antenne d'Aventinissa. Léonore, t'as une petite promo à faire, non? T'as lancé ton site web il y a pas longtemps. Ouais, The Offside. C'est un site d'actu sportive que j'ai fait avec 3 autres étudiants, et du coup on essaye de sortir des articles régulièrement. J'en ai fait un en plus sur l'OGC Nice il y a 2 ou 3 semaines,
qui avait pas mal marché. Et justement, genre, je parlais du prochain mercato, du Caviera, etc. De qu'est-ce qui manquait à l'OGC Nice, en fait, depuis 2 ans. Donc, voilà. Ah bah, très bien. On partagera ça sur notre page Twitter. Carrément. Merci les gars. Merci aussi à Renaud qui était là avec nous en début de cette libre antenne. Et puis nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle libre antenne. Si vous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à noter le podcast et à commenter aussi. Et puis n'hésitez pas à retweeter et nous dire un peu ce que vous pensez de cette émission, de ce qui s'est dit, et surtout de savoir, par exemple, si vous aussi vous avez eu des rancœurs depuis 3 ans. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense que ça va être très très long. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Merci les gars. Ciao. Merci, bonne soirée tout le monde. Ciao. À mardi. Ciao.